Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir un bon rythme de vie? Ça demande beaucoup de travail quoi. Après c'était des cours plutôt thématiques. En première année j'étais bénévole, je le faisais à côté. C'est aussi super intéressant et les profs sont super. Hello, coucou, bonjour. Hello. J'espère que tu vas bien. Je suis trop contente aujourd'hui de te retrouver avec Léonore. Hello. Et aujourd'hui on va parler du bas-flore. Léo, présente-toi, comment ça va? Bah, merci beaucoup de m'accueillir sur ta chaîne YouTube. Du coup moi c'est Léonore, je suis en master Human Rights et Humanitarian Action avec l'ENAIS en première année. Voilà, et j'ai fait mon bachelor de Sciences Po à Reims, mais en EURAF. Et donc tu as été en EURAF en 2023-2025. Exactement. Déjà explique ce que c'est EURAF. Alors EURAF du coup, l'aire géographique qu'on va étudier, c'est le continent africain. Donc on va partir du principe que c'est plus l'Afrique subsaharienne, donc en dessous du Sahel. Parce que l'Afrique du Nord, on va en parler un petit peu, mais ça va pas être le point de focus principal. Ça c'est plus pour ceux qui sont à Menton, qui sont sur MENA, donc le Moyen-Orient. Il y a aussi Afrique du Nord qui est compris dedans, mais on va aussi à parler un peu parce que c'est un peu tout est lié quoi. On a des cours thématiques. Donc du coup voilà, on a des cours généraux, et ben même dans les cours généraux comme histoire et tout ça, on aura un petit focus quand même sur l'Afrique et sur le continent. Est-ce que tu avais une matière préf? En général, j'aimais beaucoup l'histoire. J'ai fait humanité politique majeure en deuxième année. Je dirais que l'histoire, on en a aussi en première année, j'ai beaucoup aimé. En plus, on prenait toujours un côté histoire de l'Afrique et tout ça, donc c'est super intéressant. Après, c'était des cours plutôt thématiques qu'on avait sur l'Afrique et qui étaient super intéressants. Il y en avait un sur le genre, les questions de genre en Afrique, c'était super intéressant. Pour thématiques qu'on pouvait tous choisir en deuxième année, et il y en avait un sur Boko Haram précis, donc c'était sympa aussi de s'intéresser à des trucs très précis qui étaient super aussi. Est-ce que tu étais très libre dans tes choix ou pas? En première année, je dirais que pas trop quand même. C'est les cours fondamentaux qu'on doit tous suivre. Et il y a des cours qu'on a tous en commun, comme l'art par exemple. Pour artistique, où là on est libre. EURAF, c'était peut-être un cours, c'était un cours d'humanité, où là on pouvait choisir si on voulait plutôt faire tel cours ou tel cours. Alors qu'est-ce qui t'a le plus étonné en EURAF à la Sciences Po? Franchement, ouais, je dirais que ça c'est plus en général à Sciences Po. De l'extérieur, Sciences Po, ça a l'air d'être un truc qui est inaccessible. Et puis même, on sait pas trop comment ça marche à l'intérieur. Ça a l'air un truc vraiment élite et tout ça. Je trouve qu'on cultive un peu ce truc de waouh. Alors que quand on est dedans, je trouve que d'un côté, c'est tant mieux quoi. Mais une fois que tu y es, tu peux te sentir à l'aise quand même, et il n'y a pas trop non plus ce culte. Enfin, je dirais que c'est quand même accessible les enseignements, et on apprend des choses, et pas non plus insurmontable, alors que tout le monde le dit un peu, mais le plus dur c'est d'y rentrer, et une fois qu'on est dedans, c'est possible de bien réussir quand même. Je trouve qu'on s'attend aussi à une charge de travail insurmontable aussi, parce que tu te dis ouais c'est une école prestigieuse, alors qu'au final quand je parle avec mes amis qui sont dans d'autres filières et tout, je pense qu'on avait quand même des charges de travail similaires, voire eux ils pouvaient en avoir plus quoi. Tes plus beaux moments, et est-ce que t'as des pires moments vraiment, mais tes plus beaux moments? Je dirais que les plus beaux moments sont liés quand même à la vie étudiante, aux gens que tu as rencontrés là-bas, à tes amitiés, tout ça. Aussi grâce aux associations à Sciences Po qui permettent de rendre le campus vraiment dynamique. En plus, le campus de Reims, du coup, il est assez grand, qu'il y a les deux programmes et que vous êtes quand même pas mal en EURAM, tout ça. Je pense que ouais, ça donnait un dynamisme, et donc tout ce qui est extrascolaire, quoi, on a passé des vraiment bons moments. En plus, je trouve que la ville de Reims, alors elle est pas super dynamique. c'est pas The City, quoi. Pas The City, mais je trouve que comme à Sciences Po, il y a toujours des trucs organisés, il y a plein de trucs faits pour les étudiants avec Sciences Po et plein d'assos. Ça rend quand même la vie agréable, et que notre campus est quand même super beau et bien aménagé, donc c'est cool. Et les pires, je dirais que le pire moment d'études, c'est le premier semestre de 1A, parce que j'ai l'impression que c'est là ils te testent un peu. T'as beaucoup. Après, je sais qu'il y a eu une réforme entre temps et que maintenant c'est plus les mêmes matières, mais que nous en 1A premier semestre, on avait les matières bien chargées, institution politique, donc un peu du droit constit, histoire, économie. Quand t'arrives, t'as vraiment l'impression que ouais, là on te teste quoi. Ah ouais, c'est horrible. En plus, c'est la première fois que tu vis loin de chez toi, enfin ça dépend pour des trajectoires, mais moi en tout cas c'est la première fois que je vivais loin de mes parents. Faut un peu se refaire à une vie tout seul et tout ça, ça peut être un peu compliqué. Donc voilà, je dirais que le premier semestre était compliqué, mais après on prend ses habitudes. Quel conseil tu donnerais à des gens qui aimeraient aller à Sciences Po? En tout cas, je dirais qu'une fois qu'on y est, il faut vraiment se faire confiance et se dire que si on est là, c'est parce qu'on le mérite et qu'on a sa place aussi. Parce que je pense qu'on a tous eu un peu souffert de ce syndrome de l'imposteur en arrivant, parce que on est face à des personnes aussi qui sont très excellentes académiquement, qui ont des parcours de vie assez atypiques, nous on n'a pas forcément, enfin en tout cas dans mon cas. En plus on se construit, honnêtement c'est une période de notre vie où on se construit, ça, voilà, on
quitte encore une fois le cocon familial, on vit seul et tout ça, loin de sa famille, ça peut être compliqué aussi, et puis on est jeune quoi. Je pense qu'on peut beaucoup se remettre en question, donc je dirais qu'il faut quand même se faire confiance et se dire que on est là, et que même si on doute de soi, et ce qui est normal d'un côté, il faut quand même y aller, et qu'on mérite notre place, et qu'il faut profiter, puisqu'en plus ça passe très vite ces années de bachelor. Est-ce que tu as un moment où tu sais que t'as su dépasser le syndrome de l'imposteur ou pas? Déjà je dirais en deuxième année, puisque vu qu'on choisit la majeure, c'est des cours qui t'intéressent aussi plus, on va dire, ou en tout cas tu peux te sentir plus à l'aise. Donc tu te dis bon voilà, j'ai fait un choix, et on est aussi moins, donc et on est avec des gens aussi qui sont intéressés par la même chose que nous, donc c'est peut-être un peu plus stimulant aussi intellectuellement. Et puis oui, je pense que c'est la maturité juste en grandissant, mais je dirais que d'un côté c'est toujours là, mais il faut juste l'accepter. Et puis même là en master, là il y a quand même une étape, parce que en plus il y a eu l'année à l'étranger, mais que bon voilà, c'est des choses qui sont toujours là, mais qu'on apprend à gérer aussi. Quel était le rythme, la charge de travail, le temps libre que t'avais en bachelor? Ouais, ça je trouve que ça peut être aussi un truc assez piège à Sciences Po, enfin en tout cas à Reims aussi, parce qu'on habite forcément pas si loin que ça du campus. C'est qu'il y a des logements Crous un peu plus loin où il faut prendre le tram par exemple, mais en général on est assez proche du campus, donc je dirais que parfois c'est un peu dur d'ailleurs de se couper et comme il n'y a pas grand chose à faire non plus à Reims, t'as toujours tendance aussi à te tourner vers Sciences Po, donc je dirais que parfois c'est un peu compliqué de trouver son rythme, pas se laisser surmener par le travail et tout ça, mais je dirais que tous les jours j'avais cours. Après, les semaines, c'était pas non plus infaisable. Je dirais que des cours qui finissent assez tard, quand même 21h, donc ça pouvait parfois être compliqué à gérer. Enfin, t'as pas l'habitude au début. C'est faisable de prendre du moment pour soi, des temps pour soi. Le week-end, tu travailles aussi forcément un peu. Mais après, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où c'est beaucoup plus intense avec les partiels et les finals et tout ça. Ça prend son temps aussi de s'organiser, de trouver son rythme et tout ça. Et que chacun a son rythme différent, quoi. Il y a des gens qui vraiment à la bibliothèque de 8h à 21h. Et toi, tu peux aussi faire ton rythme par rapport à ça, ce qui te convient le mieux. Mais t'as réussi à trouver facilement un rythme? Oui, je dirais que ça vient avec le temps, quoi, et que ce qu'on m'a beaucoup dit, répété, c'est qu'au lycée, tu vois un peu la fin des choses à faire, genre tu te dis bon là j'ai fini de travailler, alors que de toute façon en études supérieures il y aura toujours autre chose à faire, d'autres recherches à faire ou des trucs comme ça, enfin, jamais de fin à ton travail, donc c'est à toi aussi de décider et de cadrer en mode non, là je prends du temps pour moi, donc ça prend un peu de temps, mais après c'est possible et c'est faisable. Et tu sais à peu près combien d'heures tu travailles par jour et tout? Je pense qu'en dehors des cours, je dirais que de cours j'avais à peu près maximum 6 heures de cours par jour, sinon 4, voilà. Travail en plus, j'irais 2-3 heures par jour en plus des cours quand même. Et voilà, ça dépend des périodes. Quand c'était les finals et tout ça, beaucoup plus. Nous, en Neuram, on avait énormément de readings. Et du coup, on faisait que lire. Et c'était vraiment la majorité de notre travail à la maison, c'était lire et ensuite apprendre pour les partiels. Est-ce que vous, c'était la même chose ou vous, c'était plus des recherches? C'était quoi la majorité de votre boulot à la maison? Je dirais que ouais, il y avait aussi des readings. Il y avait le fonctionnement CMTD, cours magistral travaux dirigés. Quand même, dans les travaux dirigés, oui, il y avait des lectures à faire, mais il y avait aussi différents exercices comme les exposés souvent, des essais à rendre sur un thème. En tout cas, en droit aussi, il y avait des dissertations à rendre, des études de cas juridiques à faire et tout ça. Donc, je dirais qu'il y avait quand même une pluralité d'exercices à faire, mais que aussi, par contre dans les CM c'était souvent de la lecture. En économie aussi c'était faire les exercices et tout ça. Non, je dirais que quand même c'était varié, nous que c'était pas que lecture, mais il y en avait quand même. En Humapol après, en humanité politique, là par contre il y avait plus de lecture parce que la discipline exige. Grosse question, est-ce que tu étais dans des associations à Reims? Qu'est-ce que tu penses de la vie associative et de la vie sociale sur le campus? Je pense qu'au début, la première fois que je suis allée, parce que du coup il y a toujours un forum des associations un peu où toutes les associations de Sciences Po sont présentées par les deuxièmes années et tout ça pour recruter quand t'es en 1A et aussi en 2A. Et au début moi j'étais là, je faisais un peu ma liste en mode je pense que je vais faire celle-là, après il faut que je choisisse parce qu'il faut quand même travailler quoi, et t'as pas le temps de voilà. Sauf qu'au final le choix est fait pour vous. Vous n'allez pas être accepté dans tout du tout. Mais c'est bien après de tenter et tout ça. Du coup moi j'étais depuis la première année, j'étais dans une asso qui s'appelait Demain. En gros, c'était proposer des services de cours de français, de soutien de devoirs et des sorties ludiques à des enfants en situation de migration, donc que ce soit demandeurs d'asile ou déjà réfugiés. Donc en première année, j'étais bénévole, je le faisais à côté, et dans le pôle aide aux devoirs d'ailleurs. Et en deuxième année, j'étais la coprésidente de cet asso, donc je gérais pour la logistique, mais je faisais aussi les actions d'aide aux devoirs. T'as aimé? Ouais. Franchement, j'ai beaucoup aimé et je pense que ça m'a aidé beaucoup à m'orienter aussi professionnellement, parce que je pense que c'est un secteur dans lequel j'aimerais bien continuer à travailler, que ce soit professionnellement ou même à côté bénévolement toujours. Mais aussi, ça donnait des compétences de un peu gérer, logistique, même avec l'administration, que ça forme beaucoup
parce qu'ils te laissent un peu, enfin il y a quelqu'un qui est dédié à ça, à nous aider, mais ça te responsabilise beaucoup. Tu vois ce que ça fait de diriger et avoir des gens qui dépendent de toi, quoi. C'était une grosse charge de travail, vous avez beaucoup de choses à faire. C'est par exemple si t'avais une idée, c'est à toi de tout faire pour la mettre en œuvre, quoi. Ouais, en fait surtout que c'était une asso très récente, elle avait 2 ans avant que nous on arrive. Okay. En fait c'est un peu tout un processus, mais pour qu'une asso elle soit reconnue, il faut qu'elle soit votée aux initiatives étudiantes. Il faut qu'elle le soit 3 fois pour être reconnue par Sciences Po, recevoir des financements et tout ça. Et donc c'est à notre année ou juste à l'année d'avant qu'on arrive où ça a été reconnu. Ah ouais. Donc on a dû gérer toute la mise en place, ouvrir des comptes bancaires et tout ça. Et après il y a le système du parcours civique. Notre asso fait parcours civique dans le sens que les deuxièmes années pouvaient faire leur stage dans notre asso et donc ça aussi il fallait gérer. Ça a pris plus de temps, mais après c'était pas, moi je le vivais pas comme une charge, quoi, ça me faisait plaisir. C'était bien. Donc voilà. Ok. T'as pas fait ton parcours civique avec eux? Si. Ah ok. Ouais aussi. Du coup vie sociale, pardon, on n'a pas fini la question. Les assos c'est un peu ce qui permet de dynamiser le campus, qui donne un peu de vie au campus, quoi. Il y a les bureaux permanents. Et comme j'ai dit au début, après c'est quand même, il y a quand même un processus de sélection derrière, quoi. Voilà, c'est des gens qui vont choisir. Un peu ce truc. Il y a aussi le facteur si t'es plus proche des gens qui peuvent recruter, t'as plus de chances de rentrer. Je dirais qu'il y a des associations qui sont quand même beaucoup plus visibles et donc les gens aussi sont beaucoup plus visibles. Donc derrière ça leur permet aussi de recruter dans d'autres assos, voilà. Mais après je dirais que c'est quand même grâce aux assos et aux bureaux, tout ça, que le campus prend vie. Il y a plein de choses proposées aux étudiants, des soirées, des événements, tout ça, même avec la ville de Reims. Et il y a la spécificité des campagnes à Reims qu'il n'y a pas dans les autres campus, je crois. Hein. Ça c'est ça. Je sais pas. Tu crois qu'il n'y en a pas dans les autres? Je crois qu'il y en a pas. Enfin j'ai déjà discuté, mais je crois qu'il n'y a pas. Ouais. Alors par contre les campagnes c'est une folie. Nous comme on est là que 2 ans, on tourne tout le temps en fait. Et donc ton BDE de deuxième année va partir, donc tu vas recruter le BDE de l'année prochaine. Et donc il y a une liste, donc les jeunes de première année du BDE ont été sélectionnés au début de l'année. C'est la liste et il y a une contre-liste qui est juste des étudiants qui se sont mis d'accord pour faire une contre-liste pour essayer de devenir le nouveau BDE. Et pendant une semaine, donc le BDE, le bureau des élèves, l'AS, l'association sportive et le bureau des arts, le BDA, ils nous offrent, c'est un florilège, c'est ça. Des soirées, des jeux, ils nous offrent des cadeaux, c'est génial. Tout le campus c'est en folie, quoi. Il y a du karting, des cours de Zumba dans la cour, des pizzas, des tatouages, il y a de tout. Hein. Next question. Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir un bon rythme de vie? Si t'as eu un bon rythme de vie. Oui, non, ça va. C'était des très bonnes années. Je dirais un peu la base, quoi. C'est comme t'as dit, tes amis, les gens qui t'entourent. En première année, je vivais seule. Pourquoi t'avais choisi de vivre seule? En fait, je connaissais personne et je me voyais pas forcément vivre avec des inconnus comme ça en première année. Non. Du coup, en deuxième année, c'est pour ça que je me suis mis en coloc avec des amis. Et là, vraiment, c'était clair parce que toujours rentrer, avoir quelqu'un avec qui parler, débriefer ta journée. En plus, on se soutient pendant les périodes d'examen et tout ça. Non, franchement, c'est cool et je dirais que c'est ça aussi qui a permis d'avoir un bon rythme de vie, c'est l'entourage. Aussi faire autre chose, voilà. Parfois, changer les idées, voyager. Paris n'est pas loin de Reims, en tout cas. Est-ce que tu as des regrets? Je pense que c'est un peu lié à ce qu'on avait dit avant, mais c'est peut-être le fait de pas s'être fait confiance avant. De toujours un peu douter de moi, de me dire est-ce que je suis légitime à être là, est-ce que j'ai ma place, parce que moi j'ai pas fait telle chose, de se comparer un peu aux autres, alors qu'en soi, voilà, au moment faut plus se poser la question, t'es là, en plus c'est pas toi qui as choisi, on t'a choisi, donc voilà, profite, s'en fiche, profite de l'opportunité pour toi aussi trouver ce que t'aimes faire. Après bon, je m'en tiens pas rigueur parce que j'étais jeune, comme on disait, quoi, on se forme, c'est aussi des trajectoires de vie, moi j'ai jamais eu l'habitude d'être confrontée à ça, donc forcément tu te dis ah ouais, faut se remettre en question. Je m'en tiens pas rigueur, moi je vous le dis, prenez confiance en vous, vous méritez d'être là aussi, quoi. J'ai jamais eu autant de stimulation et j'ai jamais été entourée d'autant de gens qui avaient autant de cultures différentes et tout au même endroit. J'ai jamais vécu ça, c'est bizarre, quoi. Ouais, mais je pense que du coup, faut plus le prendre dans le sens c'est peut-être ces personnes peuvent m'apprendre des trucs exactement. Et je peux découvrir plein de trucs plutôt que. Mais après, c'est humain, enfin, plutôt qu'avoir tendance à se comparer et se dire moi j'ai pas fait ça, quoi. Donc pourquoi Euraf? Qu'est-ce que c'est Euraf pour toi? Comment tu le définirais? Et pourquoi t'as choisi Euraf en terminale? En vrai, je dirais en terminale, la première chose qui m'a attiré l'attention, c'était plus Poitiers. Parce que j'ai toujours eu l'appétence pour tout ce qui est monde espagnol. Voilà, l'espagnol. Je crois que j'ai fait un bac euro-espagnol.
Ah ouais? Je crois, hein. Je sais plus. Ah mais oui, t'étais destinée Poitiers. Oui, mais en fait, voilà, j'ai toujours beaucoup aimé. Mais du coup, voilà, j'ai toujours beaucoup aimé l'espagnol et tout ça. C'était une langue, voilà, qui m'intéressait. Et puis des zones géographiques aussi, je trouvais ça super intéressant. Après, j'ai su qu'il fallait en choisir une deuxième, et j'avoue, je connaissais pas trop les autres. Genre, je savais pas qu'il y avait autant. Je savais juste qu'il y en avait une sur Poitiers, parce qu'il y avait aussi quelqu'un de mon lycée qui était à Poitiers. Voilà. Et après, quand j'ai regardé, j'ai vu Afrique, je fais ah non, mais trop bien. Et je suis allée aux Portes Ouvertes numériques, et ça m'a trop donné envie. En plus, il y avait du coup des étudiants qui présentaient. C'était des membres de l'association de l'ASPAS, donc c'est l'association pour la promotion de l'Afrique. Ils l'ont super bien vendu. Et après, il y a aussi des. Du coup, ça a switch à ce moment-là. Tu t'es dit top 1, je veux d'abord Euraf et ensuite je veux Poitiers ou... Je pense que j'avais pas trop de hiérarchie. Ok. J'étais en mode les deux m'intéressent de fou, pas pour les mêmes raisons. Je pense qu'aussi Euraf, je me suis dit c'est peut-être le moment aussi de m'intéresser académiquement peut-être à une zone géographique où j'ai des liens personnels. Le Poitiers, c'était juste un peu, oui, j'ai toujours un peu étudié ça, l'Amérique latine. Euraf, mais voilà, au final, ravi. Euraf, très très bon choix, merci d'avoir choisi ça, les gens de la sélection. Quand on est pris sur Parcoursup, c'est si t'as été pris sur un des deux campus, l'autre, il est forcément refusé. Genre, tu vas sur le campus sur lequel on t'a destiné ou t'y vas pas, quoi. Du coup, quand t'as vu que t'étais pris en Euraf, c'était quoi ta réaction? Est-ce que t'étais contente? Est-ce que t'étais un peu déçue pour Poitiers? Pas du tout. Franchement, j'étais juste contente d'être acceptée à Sciences Po Paris. Franchement, je pense qu'il n'y a pas eu ce truc. Au début, oui, quand j'ai fait les lettres et tout, même le processus de sélection, de constitution du dossier et tout, c'est un peu long. Je crois que ça a changé d'ailleurs. Il fallait vraiment justifier pendant plusieurs mois ses choix de campus et tout. En fait, en me penchant dessus, j'avais aussi trop envie d'y aller, quoi. Les deux me vont, quoi. Parce que j'avais d'ailleurs des meilleurs arguments pour Euraf au final. C'est pour ça aussi qu'ils ont choisi ça. Est-ce que t'as eu des cours préférés? Ouais. Du coup, j'en avais un peu parlé avant. C'était le cours sur les questions de genre en Afrique qu'on avait fait. Je pense que tu décentres ton regard de plein de manières. J'avais un cours aussi, comme j'avais dit, sur Boko Haram, avec en plus une journaliste d'Arte, quelqu'un qui était vraiment, qui apportait en fait son travail à elle, quoi. Elle nous montrait des images exclusives que elle avait filmées. Ça allie aussi au métier du journalisme. C'était super génial. Super intéressant. Un cours sur Black Lives Matter aussi. C'était une doctorante qui était focalisée sur ça. Et du coup, elle avait beaucoup de liens avec tous les activistes de là-bas et tout. C'était super. C'était en 2 et nous, en même temps, on avait une semaine d'hiver que sur l'Afrique et avec un super prof aussi. Et pendant une semaine, du coup, on enchaînait les cours de culture écologique et ça. Alors du coup, on faisait vraiment du 8h, 21h tous les jours. Le cours sur l'Afrique était vraiment incroyable et le prof... C'était quoi le thème ? C'était la recherche. Je crois que c'était ça, la recherche en Afrique. Ok. Focus, c'était aussi comment gérer le sentiment anti-français en Afrique. Et c'était hyper pluridisciplinaire. On avait des doctorants directement du continent qui venaient en appel. On regardait des films après, parce que quand même à la fin de la journée, on n'en pouvait plus. À la fin de la journée, c'était des films. Ça demandait beaucoup de travail, d'intention, parce qu'on n'a jamais été évalué. C'était juste en plus, mais c'était super intéressant. Est-ce qu'il y avait une bonne ambiance en Euraf ? Dans la promo Euraf? Franchement, oui, je dirais que déjà, on n'est pas beaucoup, comparé aux Euraf en tout cas. Il y a à peu près 150, il me semble, un truc comme ça. Le temps, du coup, oui, on apprend un peu à tous se connaître, les cours TD et tout ça, donc on est plus aussi en petits groupes. Du coup, je dirais en général, oui, surtout au bout de la 2e année, alors même si elle est majeure, on a quand même des cours tous en commun. Donc à la fin, oui, je pense qu'il y a une bonne ambiance, et puis on est tous intéressés un peu par les mêmes choses et tout ça, donc ça permet vraiment une bonne entente. Une cohésion. Et la relation sur le campus entre les Euram et les Euraf. Comment on le sent? Moi, je trouve que c'était... je pense qu'il y a un peu des rivalités, normales. Déjà, il y avait des rivalités beaucoup dans le sport, je trouve. Tu sais, dans les équipes de sport. C'est très bizarre, en fait, d'ailleurs, d'être séparés comme ça, je trouve. Je comprends parce que souvent, les compétitions, il y a des campus qui ont des spécialités géographiques, et nous, on a 2 spécialités sur le même campus. Donc, c'est normal de nous séparer. Mais du coup, c'est bizarre. Du coup, je trouve ça un peu drôle parce que on a ce truc où on est censé un peu être soudés parce qu'on vient du même campus, mais non, on s'affronte quand même. Ouais. Et sinon, je pense que oui, il y a un peu une rivalité implicite, normale entre les deux. Je pense que nous aussi, il y a un truc qu'on a toujours un peu pas moins bien vécu, mais c'était la différence peut-être de charge de travail entre les deux. C'est pas du tout les mêmes façons de travailler en fait, parce qu'on est pour un système pour des personnes qui sont pas forcément françaises en Euram. Voilà, il faut s'adapter aussi aux personnes qui n'ont pas suivi la formation française, alors que nous, on va plus loin que les attentes du lycée, mais c'est un peu sensiblement la même chose et on va vers la formation française de base, universitaire française. Mais il faut dire, en Euram, il y a une charge de travail qui est quand même moindre par rapport aux Euraf, j'ai l'impression. Ce qui rend bizarre la relation, c'est que on a les mêmes cours, on va avoir sociaux tous les deux, mais on n'a pas les mêmes profs.
profs, on n'a pas les mêmes exigences, on n'a pas les mêmes examens. Ouais. Je pense que aussi nous, ce qui rendait difficile, c'est que discipline universitaire en France, chacun a ses spécialités et ses spécificités hyper précises. Et du coup, nous, quand on faisait du droit, il fallait s'adapter aux exigences du droit. C'est vrai que c'est et après, quand on fait de l'histoire, il faut s'adapter aux exigences universitaires en France de l'histoire. Et du coup, en plus, je pense que c'est ça un peu, parfois à Sciences Po, c'est que comme tu fais un peu tout, il faut s'adapter à tout. Du coup, je pense que c'était ça au début, surtout comme j'avais parlé du premier semestre qui est dur en 1A, je pense que c'était ça aussi qui était dur, c'est de se rendre compte qu'il faut s'adapter à toutes les méthodologies, quoi. Ouais. Est-ce que tu as ressenti qu'il y avait une différence? Est-ce que tu reconnaissais les ERAF et les ERAM? Je trouve que, nous, on ressentait un peu ce truc lycée que tu pouvais dire. Ce dont tu as parlé avant. Chez les ERAM ou... Ouais, chez les ERAM. Okay. Oui, il y a quand même les gens qui sont beaucoup plus visibles que d'autres. Alors que nous, j'ai l'impression, je pense que après ça dépend aussi des ressentis des personnes. Moi, j'avais quand même l'impression que nous aussi, c'était peut-être plus chill. Son travail. Alors même si on se connaît un peu tous, chacun a ses amis aussi. Je trouve qu'il y a peut-être un peu moins ce côté scission aussi. Et après, peut-être qu'il y a des personnes qui ont vécu... d'une autre manière ou qui n'ont pas eu les mêmes ressentis. Il n'y a pas de distinction, t'es en ERAF et moi je suis un ERAM, quoi. Parfois Sciences Po, quand même, il parlait du campus de Reims avec le programme ERAM sans mentionner ERAM. C'est vrai? Oui, je me souviens d'une vidéo où ils sont en mode oui, on va rencontrer. Là, j'étais en mode ah ouais, donc même parfois la propre école elle-même. C'est chaud! Ouais. Ah oui, ok. Pour toi, c'est quoi le plus de ton programme ERAM? Pardon. Attention, le lapsus. Pour toi, c'est quoi le plus de ton programme ERAF? Je dirais que c'est quand même un programme où un peu moi en tout cas, ça m'a beaucoup chamboulé. Tout ce que j'avais appris, un peu plein de perceptions, de visions du monde qu'on m'a inculqué tout au long de mon éducation à l'école et tout ça, ont été un peu détruits par ERAF, mais dans le bon sens, dans le sens que on apprend vraiment à déconstruire nos mentalités, nos façons de voir le monde et tout ça. Tu te rends compte en fait du discours hyper eurocentré, impérialiste que t'as depuis toujours. Je trouve que ça c'est quand même un plus et que ça t'accompagne après toute ta vie, quoi. Une fois que t'as acquis ça, je pense que tu le vois partout aussi. Alors ça peut parfois être un peu lourd. C'est super positif aussi. Je sais pas si dans les autres campus c'est à ce point-là. Parce que quand même, je pense que fondamentalement, quand même, le continent africain, il y a la question de décoloniser le regard tout le temps, qui est au cœur d'un peu de tous les travaux dessus. Si tu devais refaire ton choix aujourd'hui, est-ce que tu mettrais Poitiers et ERAF? Qu'est-ce que tu ferais? Là, t'es devant Parcoursup, tu fais quoi? Je pense que je mettrais quand même les deux, là. Ok. Mais, honnêtement, je suis très contente d'avoir choisi ERAF. J'avais fait mon échange en Colombie, donc j'ai rencontré quand même pas mal de personnes du campus de Poitiers. Ça avait l'air super, mais vraiment ERAF, en tout cas académiquement parlant, c'était vraiment le programme qu'il me fallait. Donc voilà, merci la sélection, merci l'oral. Ils m'ont posé des questions que sur ERAF, donc voilà. Aucun regret, quoi. Aucun regret. C'est génial. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ERAF? Est-ce qu'il y a un truc que tu veux dire? Est-ce que... les gars, lancez-vous, hein. Franchement, mettez ça comme vous parce que vraiment c'est super. Juste... Petit bémol, les langues. Les langues en ERAF, ça fait mal. On a le choix entre swahili, arabe et portugais. Portugais, franchement, si vous avez des bases dans les langues espagnoles, tout ça, puis même ça peut un peu ressembler au français sur quelques aspects et tout, c'est moins différent. Ça va, mais swahili, arabe, soyez accrochés parce que c'est... C'était obligé? Non, tu peux choisir entre les trois. Ah, c'est en plus de l'anglais, oui. Tu peux pas genre prendre allemand, espagnol? Non, tu peux faire ça que quand t'as fini anglais. Moi j'ai pu prendre espagnol puis j'avais fini anglais. J'avais validé anglais et du coup mais j'avais toujours 4 heures de swahili par exemple. Après c'est super, hein. Franchement c'est hyper intéressant et tout. C'est difficile, tu vas pas sortir bilingue, on va pas se mentir, de 2 ans en plus, c'est pas assez. Et puis c'est une langue très compliquée. Après il y a possibilité de continuer avec l'INALCO en master, si jamais vous voulez plus continuer derrière, mais c'est vrai que les langues c'est un peu... ça demande beaucoup de travail, quoi. C'est aussi super intéressant et les profs sont super, donc go swahili. Et tu voudrais reprendre? En vrai, peut-être plus tard, oui, pourquoi pas. Mais en fait, je suis partie 1 an en Colombie et puis j'ai pas pratiqué, donc je pense que voilà, j'étais en mode bon... Je pense que j'ai oublié là pas mal de bases. Je pense que j'avais pas... je pense que j'étais pas assez motivée aussi pour continuer, quoi. D'ailleurs, petit aparté, si jamais Sciences Po regarde cette vidéo, je trouve qu'il n'y a pas assez de partenariats de 3e année en Afrique. Si tous les ERAF candidataient en Afrique, il n'y aurait jamais assez de place pour tout le monde. Genre, je pense qu'il y a à peu près... j'abuse, je sais pas, mais 30, 40 places. Ah ouais. Notamment la Tanzanie, s'il vous plaît, faites un continent avec la Tanzanie. Voilà. T'aurais aimé partir en Afrique? Je pense que j'aurais beaucoup aimé la Tanzanie parce que notre prof de Swahili était tanzanienne et du coup elle nous a montré plein de choses et voilà. Aussi en 2e année, en fait, j'ai eu un cours d'art sur l'art en Amérique latine
liés à l'Afrique, genre les diasporas africaines en Amérique latine et leur art. Et du coup, c'est pour ça que la Colombie, c'est le 3e pays avec le plus de population afro, après genre les États-Unis et le Brésil. Du coup, c'est pour ça. Et puis, ça relie un peu toujours mon attrait pour l'Amérique latine. Donc, c'est pour ça que je suis allée là-bas. Mais l'Afrique, ça aurait été aussi super. Du coup, je pense que c'est des partenariats à développer. On retient. Très bien. Et bah merci Léa. Mais merci Lénaïs. C'était trop bien. J'espère que cette vidéo t'aura plu, ouais, que voilà, Léo t'a aidé et qu'elle t'a touché. Merci d'avoir partagé autant. Mais avec plaisir, merci pour l'invitation. Si vous voulez qu'elle vienne parler de sa 3A quoi, en Colombie, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Moi je pense que ce serait super intéressant aussi. Et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, merci de ton accueil, merci de la gentillesse que tu vas accorder à Léo. Et merci Léo de ta confiance. Bye. Bisous, salut. 3 minutes 44. C'était trop mignon.